Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur Pépin Podcast qui a pour mission de mettre en avant des héros ordinaires. Les personnes que vous allez entendre ont décidé de se battre chaque instant dans un quotidien bouleversé par une maladie, un accident, un handicap ou une épreuve qui a chamboulé leur vie. Je m'appelle Pauline Elarard, je suis sensible depuis toujours aux histoires et parcours de vie atypiques et j'ai décidé qu'il était temps de mettre à profit mon accent chantant pour faire ce que j'aime le plus au monde. Partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous proposer le témoignage de Ludovic, un homme de caractère qui a la tête sur les épaules et surtout rempli de projets ambitieux. Amputé du bras gauche à la suite d'un accident de voiture, il a repris le sport et plus précisément le crossfit pour perdre du poids et lutter contre les rétractions musculaires. Le crossfit a pris peu à peu beaucoup de place dans sa vie puisqu'il en fait aujourd'hui presque tous les jours et qu'il a décidé de créer l'association des pieds et des mains pour aider d'autres personnes en situation de handicap à accéder plus facilement au sport. Il est la preuve vivante que quand on veut, on peut. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir ma conversation avec Ludovic. Bonjour Ludovic, je suis très contente de te recevoir sur le podcast aujourd'hui, puisque l'on va parler de ton parcours, mais aussi aborder une thématique qui me tient particulièrement à cœur, le CrossFit. En effet, pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai démarré l'aventure du podcast à cause, ou plutôt grâce à mon histoire personnelle, puisque mon papa est tombé malade d'une maladie rare il y a un peu plus de 2 ans, la dermatomyosite, une maladie auto-immune qui touche la peau et surtout les muscles. Et il faut savoir que mon papa est très sportif, donc dès qu'il a pu, il a repris le sport, et notamment le crossfit. Il en fait aujourd'hui 4 fois par semaine et il ne pourrait pas s'en passer. Alors, est-ce que tu peux me dire si toi aussi tu es complètement accro au crossfit ? Est-ce que tu peux me dire ce que t'apporte le crossfit dans ta vie ? Alors bonjour. Pour moi, accro au CrossFit, on va dire principalement oui, parce que c'est un des sports sur lequel où je me suis le plus épanoui, parce qu'on fait vraiment énormément de choses dans le CrossFit, donc ça évite de s'ennuyer. Accro, je me ressens pas non plus le besoin de faire une séance impérativement si j'ai pas eu ma dose, sachant que moi je suis une programmation en soi, donc elle est un peu plus variée. J'ai commencé le CrossFit principalement parce que j'étais en surpoids. Il faut savoir qu'il y a 3 ans de ça, je faisais 128 kilos et j'ai perdu grâce au CrossFit. Je m'en suis servi comme remise en forme, un peu comme tout le monde pourrait faire quand on va faire du CrossFit pour bouger, pour voilà, s'extérioriser et se dépenser. Et donc moi, ça m'a servi à perdre 42 kilos. J'ai aimé le CrossFit dans ce que je faisais et en gros, il y a des sections dans le CrossFit pour les personnes à mobilité réduite. Ça m'a permis de m'épanouir globalement là-dedans. Et ça m'a permis de me remuscler au niveau musculaire sur mon côté gauche, comme je suis amputé transhuméral du côté gauche. Et ça me permet de remuscler et de remodeler mon corps correctement, en ayant un coach qui me suit, à la différence d'une salle de muscu. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont tu le souhaites ? Alors, moi, c'est Ludovic, j'ai 34 ans. J'ai un parcours un peu particulier au niveau professionnel parce que j'ai eu toujours l'occasion de faire un peu ce que je voulais. J'ai commencé une activité touristique. En gros, j'aime bien faire ce que j'ai envie de faire, principalement dans la vie. Et donc, tous les projets que je fais en soi sont des projets où je vais essayer de m'épanouir. Comme le CrossFit, en fait, c'est un peu un projet de vie, tout simplement, dans le sens où il y a pas longtemps, j'ai décidé de voir si je pouvais performer. Je suis plutôt quelqu'un de gentil. J'essaye de rester le plus humble possible par rapport à la vie et du fait que j'ai déjà survécu de mon accident. J'ai une association qui aide les personnes à mobilité réduite et donc j'essaye d'aider un maximum de personnes à travers cette association. Et je suis quelqu'un qui vit assez simplement, tout en profitant de la vie. Merci, c'était très complet. Alors pour mettre à l'aise mes invités, j'aime bien poser quelques questions pour s'échauffer. Ma première question, c'est si tu pouvais choisir 2 personnalités pour aller au restaurant, qui choisirais-tu ? Pas facile, hein ? J'espère que ma compagne, elle va peut-être l'écouter. Eva Green. Eva Green. Je suis sûr qu'il y en a plein qui seront d'accord avec moi. C'est une femme magnifique.
En deuxième personne, je sais pas trop, moi-même, parce que si je pouvais, je pense que je m'amuserais bien avec moi-même. Mais toi-même, au même âge ou plus vieux ou plus jeune? Eh ben ça, c'est une très bonne question. Euh, euh, ben, je pense que moi-même, mais à un âge inférieur avant mon accident, parce que c'est des choses qui impactent énormément une vie. Et en fait, ça n'a pas qu'un impact physique, mais aussi mental, un aspect psychologique. Et ce serait intéressant de me voir avec moi-même, ne serait-ce que juste avant l'accident. Oui, on va y revenir tout à l'heure. Justement, j'ai une question à ce sujet. Donc, ma deuxième question pour s'échauffer, c'est quelle personne tu admires le plus et pourquoi? J'ai pas de, j'ai pas de modèle dans la vie. On va dire que la vie elle-même est un modèle en soi. Je sais que c'est un peu particulier comme réponse, mais je me sens inspiré par des personnes qui ont une mentalité de battant, principalement. Beaucoup pourraient répondre, les parents, etc. Moi, je sais que j'ai eu une enfance qui est ce qu'elle est, mais mes parents m'ont pas spécialement inspiré. Ils m'ont donné des valeurs, ils m'ont donné des choses comme ça, mais j'ai pas vraiment d'inspiration. Moi, ce qui m'inspire, c'est les gens qui se battent, et d'autant plus pour les personnes qui sont à mobilité réduite, qui ont des soucis, parce que c'est là où on voit le, le cœur des gens. On voit vraiment voilà les personnes qui sont altruistes, qui se battent pour des causes ou qui se donnent pour des causes, hein, peu importe la cause en soi. Et je trouve que c'est des personnes qui sont inspirantes et ça aide à rester humble. Et puis, ça aide à progresser dans la vie, tout simplement. Et t'as des prénoms là enfin des prénoms, des personnes qui te viennent, qu'on connaisse la personne ou pas, qui t'inspirent? Bah, j'ai des prénoms, moi j'en vois beaucoup au CrossFit, hein, que ce soit Séraphin Perrier qui est amputé de la jambe. On a Anne-Laure Coutenceau. Anne-Laure Coutenceau, c'est une petite femme, en gros, d'1,60 m. Et en fait, c'est un petit bout de femme, mais elle vous porte des charges, elle fait des choses de ouf. Et en fait, c'est une des personnes qui m'a motivé en soi, qui a réussi à me guider parce que j'ai eu pas mal de problèmes en fait avec moi-même dans le sens où j'ai toujours eu des soucis de confiance en moi pour me lancer sur certaines choses. Et c'est des personnes comme ça qui m'ont aidé, et qui m'ont guidé. Simon Farr, hein, qui est un monstre de mental, il lui est en fauteuil roulant. J'ai mon parrain en soi qui lui a eu un accident dans sa jeunesse. Accident domestique étant bébé, il est brûlé, il a été brûlé sur une bonne partie du corps, il a perdu les doigts de sa main et il a le crâne renfoncé et ça a entraîné des problèmes au niveau mental, un retard. Et c'est pas négatif quand je dis ça, hein. Je l'ai vu se battre avec son handicap. J'ai vu d'autres personnes comme ma maman, malgré tout, qui est aussi handicapée en soi, qui a été handicapée au niveau de la vie. Et c'est vrai que c'est des choses comme ça et des personnes, on peut dire comme Théo Curin. Moi, vous voyez, au bout d'un moment, je vais à la piscine, je me dis mince, faut que je m'améliore. Et puis des fois, c'est difficile. Et je me dis, si un bonhomme qui a pas ses deux jambes et ses bras arrive à faire des trucs de ouf, mince, au bout d'un moment, faut que j'arrive à avancer. Et en fait, c'est tout plein de personnalités comme ça qui ont des handicaps qui sont. Je suis désolé, il y en a qui vont me dire, ouais, t'as perdu un bras, c'est difficile. Oui, mais il y en a qui ont des handicaps plus lourds. Et quand eux, on les regarde, je trouve que c'est inspirant. Même si d'autres vont me dire que je suis inspirant, eh ben, il y a plusieurs niveaux. Et moi, je trouve que c'est des personnes comme ça qui ont tendance à m'inspirer en soi. Donc plutôt dans le domaine du sport en fait. C'est ça, ou dans la vie de tous les jours, il y en a qui fabriquent des trucs de ouf. C'est incroyable. Et dernière question pour s'échauffer, quel est l'endroit où tu te sens le mieux? Pareil, j'ai pas trop. En fait, j'ai pas d'attachement, par exemple, à mes maisons, etc. Je dirais peut-être chez moi, malgré tout, parce que je suis chez moi. C'est un peu le lieu que j'ai fabriqué. J'ai fait des choses, mais j'ai pas spécialement d'attachement à tout ça. C'est plus, je me sens mieux avec les personnes que j'aime, on va dire. J'ai pas d'attachement physique. Oui, c'est pas les lieux, c'est plutôt les personnes avec qui C'est tu es, ça. quoi. Alors on poursuit. Donc comme tu l'as un petit peu évoqué, si je me trompe pas, c'était il y a 7 ans, tu as eu un grave accident de voiture qui t'a pris ton bras gauche. Après 3 semaines de coma et 3 mois d'hospitalisation, tu es rentré chez toi.
J'imagine que c'est un des moments les plus durs de ta vie. Alors, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu dirais au Ludovic qui est rentré chez lui juste après l'accident? Je lui dirais de tout simplement que c'est une situation difficile, que je comprends un peu l'état d'esprit où je suis, et que malgré tout, la vie est ce qu'elle est. Même si on dit souvent que la vie est injuste, à certains moments, elle mérite d'être vécue, et que tout simplement, peu importe l'état, il faut continuer de se battre et avancer, tout simplement, et d'essayer de faire preuve de résilience au mieux. Et tout à l'heure, tu as dit si je pouvais parler, aller au restaurant avec moi-même quand j'étais enfant, j'aurais des choses à lui dire parce que voilà, mon accident m'a changé. Tu dirais que c'est quoi qui a changé? C'est des traits de ta personnalité? Qu'est-ce qui a changé exactement depuis que tu as eu ton accident? J'ai dû apprendre, j'ai dû apprendre des gens, tout simplement des gens, le regard des gens, toutes ces choses-là, un peu la dureté du monde, des choses qu'on qu'on ne peut pas forcément savoir quand on est valide en soi. Et j'ai appris beaucoup d'humilité par rapport à la vie ou les personnes qui sont à mobilité réduite principalement. Euh, j'ai appris parce que je pense que c'est un des mots de notre monde, à mieux gérer peut-être ma colère. Parce que maintenant, tout le monde est aigri et en colère assez facilement. C'est devenu un peu une facilité de succomber à la colère. Et j'ai appris à être moins matérialiste, à moins m'accrocher à des choses qui sont futiles, et à mieux gérer mes problèmes en soi. C'est vrai que des fois, on peut avoir l'impression que les problèmes qu'on a sont des montagnes, et en fait, c'est juste des petits tas de sable. Euh, j'ai appris à composer avec les gens et à être un peu plus à l'écoute. Peut-être, je dirais même, à être moins arrogant et condescendant avec les gens. Et bah, ça va avec l'humilité en soi. Et j'ai un regard qui est peut-être un peu plus différent de la vie, en fait. Et tu dirais que tu es une meilleure personne? Je sais pas. Je trouve que c'est difficile à dire. Et là, c'est un truc assez vaste. Je vais éviter de m'étendre le plus possible. Merci. En gros, peut-être que les gens seront d'accord avec moi. On a tous raison à sa manière, et chacun a raison parce que sa manière de penser est la sienne. Donc, et elle n'est pas celle des autres, tout simplement. Et donc, pour certains, je serais une meilleure personne, et pour d'autres, au final, je le serais moins. Je pense que c'est simplement la façon de penser de chacun qui juge de ce qu'on peut penser et imaginer. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui m'aiment et il y en a qui ne m'aiment pas. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui t'aiment et d'autres qui ne t'aiment pas. On peut pas. Je pense que c'est assez subjectif comme sujet. Euh, je sais pas. Je pense que je suis, pour moi, peut-être une meilleure version de moi-même. Et la question qu'on m'a souvent posée, qui peut-être tu m'aurais peut-être posée ou autre, est-ce que si je pouvais remonter le temps, je ferais en sorte de ne pas perdre mon bras? Eh ben, il y en a qui diront oui, et moi, je ne sais pas. Très, très sincèrement, je ne sais pas. Parce que malgré tout, j'ai perdu un bras, c'est important. C'est un peu comme c'est une part de moi, hein, c'est un être cher, c'est mon bras, il n'est plus là, mais c'est aussi ce que je suis aujourd'hui. Et je pense que ça fait la personne que je suis aujourd'hui, et ça me laisse la possibilité de faire tout ce que je fais et peut-être ce que je ferais ou ce que je ne ferais pas. Mais pour moi, je trouve que je suis une meilleure personne. Pour les autres, je ne sais pas. Ce seront à eux de juger au final. Et tout à l'heure, tu as parlé du regard des autres. Est-ce qu'il y a des regards qui t'ont blessé par rapport à la perte de ton bras? Je serais menteur de dire que non. Je serais menteur de dire que
même aujourd'hui, non. Je trouve que les gens sont méchants et en fait, ça se voit dans les écoles primaires, dans toutes ces choses-là. Maintenant, il y a différents regards. Moi qui ai un handicap visible, il y a les personnes qui sont curieuses. Les personnes qui sont curieuses, en soi, bon, c'est une petite maladresse, ça passe. Il y a des personnes qui sont stupides et qui ont une insistance et qui font preuve d'une grande stupidité, en tout cas, moi, ce que je pense. Et il y a les gens qui sont maladroits. Les personnes qui sont maladroits et curieuses, c'est moins compliqué parce que voilà, les personnes qui sont stupides, j'ai du mal à gérer. C'est pas que je veux m'emporter, mais ça fait monter la colère en moi. Les personnes stupides, je vais donner un exemple. J'ai une personne un jour que j'ai croisée dans la rue, elle s'est retournée, elle m'a regardé, elle m'a fixé et elle m'a suivi des yeux. Je me suis retourné, je l'ai regardée, j'ai vu qu'elle me regardait. Bon, j'ai tourné la tête et j'ai regardé, je vois qu'elle m'insistait et qu'elle a regardé en m'insistant comme si cette personne avait bugué. Et si je me souviens bien, en gros, je l'ai regardé et je lui ai dit un truc du style pas vous voulez ma photo, mais je lui ai dit en gros je suis pas un animal de cirque en fait, on n'est pas dans un zoo. J'ai dit, vous voulez des cacahuètes peut-être? Et la personne a continué à me fixer en fait, elle a pas, je sais pas si elle a pas réagi, elle a pas compris et bref après elle est partie sans rien dire. C'est des comportements qui sont pour moi stupides. Je peux pas des comportements curieux. Je peux avoir des personnes. Alors c'est des personnes qui bonjour, voilà, on discute un peu. Comment vous avez eu votre accident, enfin comment vous avez perdu votre bras, est-ce que c'est de naissance, etc. Et je trouve que c'est une curiosité qui peut être un peu malsaine. Bon, je passe outre. Hein. On va avoir de la curiosité maladroite, mais ça vient plus des enfants la plupart du temps. Et c'est là où je suis le plus pédagogue. Alors ça dépend, il y a deux façons. Soit je suis drôle, soit je suis pas drôle. La partie la plus drôle, c'est comment tu as perdu ton bras. C'est j'ai franchi, j'ai franchi l'ascenseur, je faisais le bébête et puis mon bras il est passé, il craque. Donc je joue pas dans les ascenseurs. Mais principalement, j'essaye de leur dire les choses. J'ai eu un accident de voiture. Voilà. Donc après, je fais de la pédagogie. Il faut toujours mettre sa ceinture. Il faut toujours, voilà. Même si c'est des choses qui ne sont pas arrivées. Mais voilà. Et les enfants, c'est plus tolérable. C'est des enfants. Même si le regard peut être insistant ou j'ai déjà eu papa, regarde, le monsieur, il a pas de bras. Et en fait, là où j'ai eu les bonnes réponses, c'est des personnes qui ont dit oui, le monsieur, il a peut-être eu quelque chose dans sa vie qui a fait qu'il a perdu son bras ou c'est peut-être de naissance, etc. Et je trouve que c'est plus intelligent de répondre comme ça. Après, on a des papas qui disent ou des mamans qui disent chut, 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 Oui. regarde pas, laisse-le. Ah, c'est pas gentil, il faut pas faire ça. Alors, je comprends la gêne occasionnée, mais c'est vrai qu'il vaut mieux faire une certaine pédagogie plutôt que de cacher les choses. Et est-ce que ça t'agace? Enfin, il y a certains invités qui m'ont dit, moi, ça m'agace quand parfois on m'aide pour faire quelque chose dans un lieu public alors que j'ai pas demandé d'aide. Est-ce que toi, t'as déjà eu des situations comme ça où un peu sans même te demander, on a voulu t'aider ou t'imposer quelque chose? Alors, je peux comprendre. Et là où moi j'ai un discours tranché, parce que ce qu'il faut comprendre que toutes ces personnes sont des personnes à mobilité réduite et que voilà, il faut qu'ils réussissent à comprendre si on veut qu'on évolue que ces personnes-là des fois ne pensent pas à mal, d'accord? Et que même si une personne vient les aider, il faut pas se mettre en colère ou autre, il faut discuter. Et c'est la base de toute chose. Moi, j'ai été confronté à des personnes à mobilité réduite qui ne savaient pas que j'étais handicapé, ils n'ont pas vu parce que en hiver, par exemple, j'ai un manteau, ça se voit pas forcément, et qui sont venus de manière agressive, sans me dire bonjour. Je les ai recadrés, je les ai remis à leur place. Voilà, il faut faire une certaine pédagogie sur ces choses-là. J'ai des personnes qui sont venues pour m'aider. Et c'est compliqué. Ça dépend des journées. Hein. On a des bonnes et des mauvaises journées, mais j'ai jamais été agressif ou j'ai jamais envoyé péter quelqu'un parce qu'il m'aidait. Alors je lui ai dit, je leur ai déjà dit à ces personnes, vous savez, je peux me débrouiller, il faut faire attention. Et moi, c'est cette pédagogie que j'ai. Vous savez, moi, vous m'avez aidé sans me demander mon accord en soi. Faites attention parce que certaines personnes ne seraient pas d'accord
avec ça. Par exemple, j'ai eu des personnes qui, on était au restaurant, c'était peut-être des connaissances en soi où on discutait, voilà. Elle me dit attends, je vais t'aider. Ils m'ont pris la fourchette et le couteau. Et je lui ai dit non, mais alors, j'ai dit ça, on recommence pas. J'ai dit, tu sais, je suis une grande personne. Là, ce que tu viens de faire, ça ne se fait pas. Je suis une personne à mobilité réduite, j'ai un handicap, mais je suis une personne. Donc, demande-moi mon autorisation avant en me disant, est-ce que je peux t'aider? Parce que là, tu m'as imposé. Et certaines personnes n'apprécieraient pas. Donc, je me suis jamais mis en colère, mais j'ai toujours fait preuve de pédagogie. Maintenant, je comprends tout à fait ces personnes qui se comportent comme ça. Rapidement, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps, je ne sais pas si tu l'as vu, d'une personne qui était dans un centre commercial. Il faisait quelque chose, il y a une personne, et cette personne est en fauteuil. Cette personne a ramassé l'objet ou et l'a donné en disant tenez. Et la personne s'est mise en colère contre la personne valide parce qu'elle l'a aidé. Et en fait, ça crée une situation désastreuse parce que la personne a voulu aider, elle n'a pas vu mal. Cette personne aurait pu faire juste de la pédagogie en disant je vous remercie. Alors, c'est gentil, blabla, on explique, mais j'ai pas besoin d'aide, mais c'est très gentil de votre part, voilà. Et au final, ça fait une certaine, on est dans une certaine situation où ces personnes valides vont se dire ouais, les personnes à mobilité réduite, en fait, c'est tous des, voilà, et c'est compliqué. Donc il faut, je pense, je suis d'accord avec eux, mais il faut faire de la pédagogie, même si ça tape sur le système. Il faut faire de la pédagogie, il ne faut pas forcément se mettre en colère. C'est marrant parce que l'épisode qui sort donc le 1er mars, c'est avec Lucie Carrasco et elle m'a donné exactement la même vidéo comme exemple pour expliquer qu'il fallait pas tomber dans des extrêmes en fait, que les gens sont aussi essayer de bonne volonté et qui sont juste maladroits. Et donc, ça m'a choqué. J'ai été choqué en tant que personne à mobilité réduite. Sincèrement, j'ai vu la vidéo et je dis ça tel quel, mais j'aurais envie de le gifler moi, parce que je suis désolé, des personnes comme ça, la personne est en fauteuil, même moi, hein, attention, même moi ça m'est arrivé, j'ai déjà eu cette situation-là. Une personne n'avait pas de main. Elle essayait de mettre de remonter sa veste et je la voyais galérer comme ça, je la voyais galérer. Et en fait, je me suis approché, je dis attendez, je vais vous aider. Et la personne, elle m'a dit non, c'est bon, je vais me débrouiller. Et c'est des genres de situations où voilà, et attendez, je vais vous aider. Non. Vous voulez un peu d'aide? Alors, soit la personne, elle a de l'ego, elle dit non, je vais me débrouiller, et voilà, soit elle dit bah, ok, d'accord, merci, c'est gentil. Mais il y a une différence entre je vais vous aider et vous voulez un peu d'aide. Et la différence, elle est là. C'est comme une personne, on va pas se mettre à tripoter une personne dans la rue. Bah là, j'allais dire, on lui propose. On se comprend. On se comprend. On se comprend. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Mais on se comprend. Il y a une différence entre imposer et proposer. Vous voyez? Et c'est là où est toute la mesure. Oui, je pense que qu'on ait un handicap ou pas, on peut le ressentir dans notre vie quotidienne. En fait, si la personne le fait à notre place, on a l'impression qu'elle sous-entend qu'on n'est pas capable de le faire, en fait. J'ai ce problème-là. Et je pense que c'est ça que ça vient embêter, en fait. Ça vient toucher notre ego. On se dit, ouais, si elle prend les choses en main, c'est qu'elle estime que moi, je suis pas capable. Et en fait, c'est pas agréable, quoi. Eh ben, pour une des parenthèses sur tout à l'heure, entre avant et après, mon ego en a pris un coup, mais j'ai appris à mettre mon ego de côté pour certaines de ces choses-là. Je suis beaucoup capable, je fais énormément de choses, plus que les valides. Et c'est pas de l'arrogance. On parle par rapport j'ai quand même rénové 2 maisons à une main. Elles avaient pas de toit, donc voilà. Mais il y a des choses, malgré tout, ça me casse les reins à la journée. Des fois, j'y arrive pas, je pose des trucs, je me dis, je vais souffler. Et c'est des choses qui peuvent être très simples. Et au quotidien, les gens ne se rendent pas compte que c'est des choses qui prennent énormément de temps. Et ma compagne, elle est toujours en train de me grogner dessus. Oui, tu pourrais me laisser t'aider. Oui, bah, tu vois, tu pourrais m'aider. Oui, bah, laisse-moi t'aider. Oui, bah. Et des fois, en fait, je fais que sourire parce que j'ai envie de dire merde. Et en fait, c'est pas méchant. Non, mais c'est vrai, j'ai envie de dire merde. C'est pas méchant. Mais par exemple, je vais ouvrir, faut s'imaginer les choses. Toi, c'est vrai que je suis ça. Ouvrir un paquet de chips, même si j'en mange presque plus, un paquet de pâtes ou un truc dans le genre, je vais avoir tendance à utiliser mes dents. Le problème, c'est que j'abîme un peu plus mes dents que tout le monde. Donc, je vais avoir tendance des fois, eh bien, oui, bah, arrête d'utiliser deux dents, t'as qu'à me demander. Et oui, mais ce qu'il faut comprendre, et je prends cet exemple-là, ma compagne, elle ne voit pas à mal, mais des fois, on n'a pas envie de demander parce que, comme tu dis, par rapport à l'ego, par ces choses-là, on a envie de se débrouiller tout seul, quitte à
à se faire mal des fois, ouais. Mais c'est l'ego et c'est comme ça. Ouais, mais je Des fois, comprends, j'ai parfois le même problème. Mais je te propose une solution, c'est d'utiliser un petit accessoire dans la cuisine que tu accroches au mur ou quelque chose comme ça qui pourrait faire une entaille dans le paquet de chips ou quelque chose comme ça, non? alors, moi, j'ai trouvé une solution à tous ces problèmes-là. Ah, Si tu veux plus avoir de problème avec les paquets de chips, tu manges plus de chips. oui, mais les pâtes. C'est, ah, bah, les pâtes, j'en mange rarement. Le riz, c'est moins compliqué. Je l'achète même au pire en vrac. C'est bien parce qu'en fait, t'es zéro déchet. Tu manges que Le des vrac. aliments sans emballage. Imagine, je vous mets dans une situation où vous arrivez, et c'est bien, vous allez rigoler. Enfin, moi, mon coach m'a dit, tu devrais écrire un livre. Vous arrivez dans un rayon vrac, vous voulez prendre du riz en vrac. Il faut prendre le sachet, il faut se mettre sous la machine, il faut activer le levier. Ah, les gens, ils rigolent. Ils me demandent, vous voulez de l'aide? Vous voulez de l'aide? Non, non, je dis non, c'est bon, je gère. Alors, je tiens le paquet avec mes pieds. Et après, j'active la molette et puis ça coule. Et là, je fais, faut pas tomber, faut pas tomber, faut pas tomber. Et dès que je vois que le truc, il commence à basculer, hop, c'est bon, j'ai assez de riz. Mais c'est des situations, voilà. Et il y a pas longtemps, au rayon vrac, le monsieur, il m'a dit, attendez, je vais vous aider. Il a pris le paquet. J'ai dit, bon, vas-y, laisse-le faire. Non, non, mais il était gentil, il était très avenant, très gentil. Il a pris le paquet, il a dit, vous voulez quoi? Non, mais j'ai dit, c'est bon, j'ai galéré. À la fin, il était insistant. J'ai dit, et dans ma tête, je me suis dit, allez, laisse-le prendre le paquet, ça lui fait plaisir. Il a fait sa BA. Et voilà. Mais c'est des situations qui sont assez drôles. Mais par exemple, truc tout bête, j'ai diminué ma consommation de viande assez drastiquement. Je ne mange plus de bœuf parce que couper du bœuf, vous allez au restaurant et trucs dans le genre, c'est plus possible et j'ai pas envie qu'on me coupe ma viande. Ou alors il faut demander au cuisinier qui coupe, etc. Oh non, c'est bon, ça se fait pas, le cuisinier. Donc j'ai arrêté la viande rouge. Et ben, je mange plus de viande rouge, par exemple. Voilà, il y a des choses comme ça que je ne fais plus. C'est trop chiant, donc je ne fais plus. Il n'y a plus d'adaptation comme ça. Je ne fais plus. Voilà. Bon, si tu veux bien, on va revenir un petit peu au CrossFit. J'aimerais savoir comment tu as découvert ce sport. La base de la base, on va essayer de condenser aussi. En gros, comme j'ai dit, moi, je rénovais des maisons. Donc, la rénovation de mes maisons, j'ai fait beaucoup de travaux. Le truc sur mon côté droit. En gros, en travaillant mon côté droit, j'ai arrêté d'utiliser mon côté gauche. En gros, j'ai eu un aspect scoliotique qui a commencé à se former du fait que mon côté gauche, au niveau musculaire, au niveau du dos, a commencé à tirer sur... Non, mon côté droit a commencé à tirer sur mon côté gauche. Ce qui fait que ça a entraîné un aspect scoliotique. Du fait de ne jamais utiliser mon épaule gauche, ça a entraîné une atrophie musculaire complète de l'épaule gauche. Donc, en plus de l'augmentation du poids, j'ai voulu tout simplement me reprendre en main parce que une atrophie musculaire, c'est plus douloureux que limite des douleurs qui peuvent être neuromusculaires, ce que je suis atteint, puisque je suis atteint du syndrome du membre fantôme. Donc, j'ai voulu me reprendre en main. J'ai fait de la musculation. À ce moment-là, en fait, j'avais une compagne, l'ex-compagne, qui m'a dit, en fait, elle trouvait mignon parce que elle, c'était une bête en CrossFit. Et elle trouvait ça mignon que je m'active avec mes petits poids dans ma petite salle que j'avais inventée, mon petit vélo elliptique qui ne sert strictement à rien. Et elle m'a envoyé un coach. Elle m'a dit, le coach va t'apprendre à utiliser des machines, il va t'apprendre à te muscler, tu verras que tu n'as pas besoin de machines de ouf, tu as juste besoin des élastiques. Mais on sait pas. Et donc, elle m'a envoyé vers mon coach actuel, Alexandre Favette, qui est donc mon coach depuis 4-5 ans. Et donc, mon coach, pour me faire perdre du poids et pour me faire bouger, etc., a commencé à me mettre au CrossFit. Donc, haltérophilie, cardio, etc. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert le CrossFit. Alors j'ai vu tes vidéos sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur TikTok. Donc tu recules devant aucun mouvement. Il y a beaucoup d'exercices comme la corde à sauter, le monter à la corde, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Le monter de corde, l'haltérophilie, les tractions, les pompes, les squats, les burpees, etc. Et des termes que je ne connais pas. Quel est l'exercice qui t'a demandé le plus de persévérance et de travail? Au début, ça a été les doubles sauts à la corde. Donc, les doubles sauts à la corde, c'est alors les sauts simples, on passe la corde une fois sous les pieds. Les doubles sauts, c'est 2 fois. À savoir, et je le dis en toute humilité, même si j'en suis très fier, même les valides ont du mal à passer ce mouvement-là.
Et en gros, ça a été un mouvement, en fait, j'ai kiffé, j'ai adoré la corde à sauter, je trouvais que c'était classe, en fait. Et pour le cardio et tout, c'était utile. C'était un mouvement qui m'a pris énormément de temps parce qu'au final, c'est un mouvement que j'ai dû apprendre un peu tout seul parce que les valides ne peuvent pas m'aider parce qu'ils ont 2 bras. Et donc, moi, j'ai une corde à sauter avec un tube en alu, donc la prise est centrale, etc. J'ai dû m'inspirer de ce que faisaient les valides pour pouvoir ensuite essayer. J'ai réussi à les passer comme une victoire. Ensuite, j'ai réussi à les enchaîner. Et maintenant, je suis devenu un monstre. Et c'est pas une image, c'est pas de l'arrogance, c'est vrai. Pour le coup, je suis devenu un monstre dans les doubles sauts et j'en suis fier. Mais c'est pas le mouvement le plus difficile. Le mouvement le plus difficile, c'est ce qu'on appelle pour le moment les toast to bar. Le toast to bar, c'est toucher la barre avec ses pieds. En gros, en gymnastique, c'est toucher les pieds touchent la barre. Donc ça veut dire qu'il faut un renfort musculaire assez compliqué parce que pour une personne classique, ça peut venir avec l'entraînement. Moi, je dois compenser énormément et on va dire que dans ma catégorie, qui est une amputation longue, il y en a pas beaucoup qui le font dans le monde en soi et ça se fait. Et donc moi, j'arrive à en passer un. J'arrive à en passer 2, mais mon but, c'est de réussir à les enchaîner. Et pour ça, en fait, il faut beaucoup d'entraînement, beaucoup de technique, beaucoup de compréhension du corps et beaucoup de renforcement musculaire. Et c'est pas en mangeant des Kinder Bueno qu'on arrive à faire ça. Et pour le moment, actuellement, les passer à répétition, c'est difficile. Donc, et ce sera toujours dur, en fait. C'est comme ça le CrossFit. Même si on pense avoir réussi un truc, il y a toujours un palier supérieur. Donc voilà. Oui, c'est jamais fini. Et d'ailleurs, j'encourage les gens pour qu'ils comprennent vraiment de quoi on parle, d'aller voir tes vidéos sur les réseaux sociaux. Donc, ton compte, c'est Lestropied, c'est ça? Ouais. Je te laisse l'épeler. Alors, l'estropied, c'est Lestropied tiré du bas. En tout cas, voilà, j'ai vu les vidéos et en effet, la corde à sauter, c'est bluffant et les orteils, tu le dis mieux que moi, les trucs... Ouais, voilà, ça aussi, c'est bluffant. Quel conseil tu donnerais à une personne en situation de handicap qui souhaite se lancer dans un défi sportif, un peu comme le CrossFit ou autre chose? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que même pour une personne valide, on ne fait pas n'importe quoi. Donc, pour une personne à mobilité réduite, peu importe, dans le CrossFit, ce qu'il faut savoir, c'est que même si on a des compétitions pour les personnes invalides, le CrossFit est fait pour les monsieur, madame, tout le monde, entre parenthèses, c'est pas négatif, mais je dis ça parce qu'il y en a qui font ça pour s'extérioriser, etc. Pour les personnes à mobilité réduite, le mieux, c'est d'être bien encadré. Avoir un coach, c'est coûteux. Je suis d'accord, mais c'est quelque chose d'intéressant. Ça permet aussi de développer un lien. Ça permet de développer sa confiance. La plupart du temps, et je dis bien la plupart du temps, les coachs sont bienveillants. Ils comprendront. Ils sont qualifiés. Ils ont quand même des diplômes d'État, les coachs. Et si y en a qui souhaitent prendre l'aventure, ça permet d'être bien encadré et de pouvoir réaliser ses objectifs, tout simplement. Il faut bien être encadré. Oui, et tu t'en parlais. Est-ce qu'il y a des adaptations prévues pour les personnes en situation de handicap lors des compétitions ou lors de la pratique du CrossFit, tout simplement? Alors, les adaptations en CrossFit sont souvent faites. Le problème, et ce qu'il faut que les gens comprennent, que ce soit valide ou personne à mobilité réduite, c'est que une personne valide, on a des niveaux, débutants, intermédiaires. Eric, c'est ce qu'on appelle en gros élite. Donc, on a des standards, donc, c'est-à-dire des standards de poids en haltérophilie, de gymnastique, etc. Donc, ce qui permet de savoir à peu près le niveau qu'on a. Vous voyez, corde à sauter en débutant, il faut savoir sauter à la corde. Niveau intermédiaire, il faut commencer à savoir faire des doubles sauts. Et puis, l'élite, il faut, voilà, on va dire un peu être une machine, en gros. En personne à mobilité réduite, il y a beaucoup de paramètres, ce qui fait que, par exemple, une personne à mobilité réduite, elle peut être en fauteuil, elle peut être en haut du corps. Là, cette année, on a vu qu'il y a pour les personnes non-voyantes, malvoyantes, multi-extrémités, en gros, des amputations jambes, bras, voilà. Mais ce qu'il faut que ces personnes se disent, donc il y a fauteuil roulant, mais il y a ce qu'il faut comprendre, parce que même les valides ne savent pas, c'est qu'une personne à fauteuil roulant n'a pas forcément l'usage de ses hanches, mais elle n'a pas aussi forcément l'usage de ses abdos, et elle peut ne pas avoir l'usage de ses hanches et de ses abdos. Et donc, c'est difficile de catégoriser des personnes qui ont différents handicaps.
Il y a des Oui. personnes qui vont être en fauteuil roulant parce qu'elles n'ont plus de jambes et elles ne peuvent pas avoir d'appareillage, mais pourtant, elles vont avoir l'usage des hanches et des jambes. Donc déjà, d'entrée de jeu, ce que je vais dire à ces personnes, comme par exemple les Jeux Olympiques, tout ce qui est para, tout ce qui est handi, tout ce qui est crossfit est injuste. Donc, il faut vous mettre dans la tête que si vous commencez le crossfit ou ne serait-ce qu'une discipline, et c'est mon avis, et comme je l'ai dit, on n'est pas tous d'accord, mais ça reste quelque chose d'assez discriminatoire. Pourquoi? Je suis amputé transhuméral, ça veut dire qu'il me reste 10 cm d'os sur le côté gauche. Donc ça veut dire qu'une personne qui a son coude, à la différence de moi, sur une même amputation, aura plus de facilité à prendre une barre d'haltérophilie parce qu'il y en a qui arrivent à prendre une barre d'haltérophilie au-dessus de la tête et à utiliser leurs membres amputés au-dessus de la tête avec le bras amputé et le bras. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de bras. Donc déjà là, ça entraîne une différence. Une différence. Oui, et le problème, c'est qu'on peut pas faire des catégories. T'es trop unique entre guillemets. Y a pas 36 personnes qui font du CrossFit qui sont exactement comme toi, quoi. Voilà. Après, pour rassurer les gens, si vous allez dans une salle de CrossFit, le coach vous adaptera. Si ces personnes sont investies, ils peuvent toujours voir des standards, des choses. Il y a des adaptations qui sont faites et c'est globalement facile parce que ça se démocratise de plus en plus. À savoir que dans le CrossFit, dans une catégorie, donc ce qu'on appelle par exemple haut du corps, qui est upper extremity, on commence à avoir des catégories au-dessus du coude, en dessous du coude, par exemple, ce qui permet de catégoriser. Donc, plus il y aura de monde pour pratiquer dans le sport, et ce que moi je conseille le sport dans le handicap, plus il y aura de monde, plus il y aura d'équité. D'accord. Et toi, justement, tu as déjà fait des compétitions. Comment ça s'est passé? Est-ce que dans quelle catégorie t'étais? Et on va dire quels sont les regards, les regards que tu as perçus en compétition par rapport à ton handicap? Alors moi, j'ai déjà fait des compétitions, j'en ai fait de très belles. J'avoue espérer en faire encore de très belles. Il y a différents types de compétitions que j'ai fait. Il y a des compétitions comme je fais actuellement, les Open de CrossFit ou ce qui s'appelle les Wodapalooza, qui font partie des plus grosses compétitions au monde. On a notre catégorie. Donc, ça veut dire que je suis avec des personnes qui ont un problème en haut du corps. Donc, amputation courte, longue, problèmes musculaires. Il y en a qui ont un bras mort, qui ont des déficiences musculaires au niveau du pec, etc. Voilà. Donc là, même si c'est encore difficile, hein, parce qu'on peut pas compenser une petite ou un, mais voilà. Vous aurez des compétitions où, en fait, comme on n'a pas assez de monde en soi, et que c'est pas encore, ça se démocratise, mais il n'y a pas assez, on peut se retrouver avec des catégories bas du corps, avec des personnes qui sont amputées de la jambe, on peut être avec des personnes qui sont en fauteuil, ou on peut être avec des personnes qui sont touchées neurologiques. Il y a certains standards et il y a des adaptations qui sont faites. J'avoue que même moi, pour juger des personnes, comment juger une personne qui est en haut du corps et bas du corps, on a tout simplement des compétitions qui sont les plus grosses, qui mettent un certain standard et on essaye de s'y référer au maximum pour essayer d'avoir une certaine équité dans les podiums. Mais c'est quand même difficile. D'accord? Ce qu'il faut se dire, c'est que si vous faites des compétitions sur des compétitions comme ça, il faut prendre du recul, il faut y aller pour bien s'amuser, il faut y aller pour rencontrer des gens, pour s'améliorer. Et puis voilà. Après, moi, j'ai fait des compétitions contre des valides. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis sur un niveau en soi, entre parenthèses, débutant, pour avoir les mouvements, donc des montées de genoux, etc. Je peux les faire à un bras. Donc les valides les feront à deux, ça ne m'a pas empêché d'être meilleur. J'ai même fait une finale contre des valides. Donc je peux vous dire que c'est possible. Le regard est plutôt bienveillant. Les gens sont plutôt impressionnés. J'ai fait un épaulé jeté à 55 kilos au Marseille Throwdown et les gens ont hurlé, ils étaient contents. J'ai été dans les gradins comme une personne lambda. Hein. J'ai écouté les gens et en fait, il y avait une fille sur place qui faisait un épaulé jeté, je crois, ou un épaulé à une jambe. Une jambe. Même moi, j'ai été impressionné et les gens à côté, ils ont trouvé ça incroyable. La plupart du temps, ils se disent, Mama, c'est des monstres. Et on a vraiment des choses qui sont positives, globalement vraiment positives. Après, il y a quand même certaines mentalités qui n'évoluent pas.
et on a du négatif. Mais globalement, il y a vraiment que du positif. Moi, quand j'ai fait la compétition à Marseille et que j'ai enchaîné les doubles sauts à la corde, qui est mon point fort, les gens ont été impressionnés. Je suis sorti de l'épreuve. Les gens sont venus me féliciter. Et je les connaissais pas, hein. Ils sont venus me féliciter Ouais, parce qu'ils t'étais étaient une impressionnés. rockstar. Bah, pas à ce point-là, mais en fait, ils pensaient pas. Ils m'ont vu faire des sauts, des doubles sauts à la main et les enchaîner. Ils se sont dit, ok, ok. Donc, la plupart du temps, les gens nous félicitent. On n'est pas forcément des rockstars, mais les gens nous félicitent parce que c'est pas facile, tout simplement. Et aujourd'hui, du CrossFit, t'en fais combien de fois par semaine? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je suis passé sur un statut de compétiteur que j'ai décidé il y a 6 mois maintenant. C'est pas facile, hein, je préviens, pour ceux qui souhaiteraient. Mais déjà, il faut commencer petit. J'en fais 6 fois par semaine, une fois par jour en gros. Là, on va passer avec mon coach sur une programmation peut-être de 5 fois par jour, avec une journée de repos en semaine et le dimanche, en gros. Mais avec des séances d'équivalent de 2 heures. En gros, 1 heure et demie, 2 heures, ce qui est conséquent, hein, mais qualitatif. Quelque chose sur, on va privilégier, et beaucoup le font en fait, hein, quelque chose de qualitatif. Et en plus de ça, j'ai une séance personnalisée avec mon coach en haltérophilie sur tout ce qui est technique, etc. Et peut-être que sur mes journées où je n'ai pas de programmation, donc le jeudi, je vais sûrement aller à la piscine. Ça me fera le cardio et ça permet d'apprendre la technique, etc. Donc on va dire globalement, malgré tout, 6 fois par semaine. Mais attention, faut pas faire peur aux gens. Je suis compétiteur, j'ai décidé de m'investir sur ce sport et c'est mon désir, tout simplement. Venez pas à croire que quand vous allez commencer, vous ferez 6 séances et que c'est imposé. Et en plus de ça, il y a un an, tu as créé une association qui s'appelle, enfin un peu plus d'un an, qui s'appelle Des pieds et des mains. Est-ce que tu peux me dire quel est le but de cette association? Quelles sont les missions que tu souhaites accomplir avec? Alors, j'ai créé l'association des pieds et des mains, donc maintenant 1 an. Vraiment 1 an, on y est. L'association a un crochet simple au niveau juridique. On est là pour aider les personnes à mobilité réduite. Pourquoi un crochet aussi large? Parce que je voulais pas être freiné par la possibilité de faire des choses. Parce que, encore une fois, comme j'ai dit, je suis une personne qui adore faire des projets. Je m'épanouis en faisant des choses dans la vie, tout simplement, qu'elles soient difficiles ou non. Donc, si on avait la possibilité d'aider une personne à mobilité réduite sur un projet, on ne voulait pas être freiné. Donc, on voulait être présent sur le quotidien, la création de matériel, sur aider à faire à créer des logements pour des personnes dans le besoin entre parenthèses, le financement d'athlètes, de tout ce qu'on pouvait faire, en fait, tout ce qui nous venait à l'idée là où on avait besoin de nous, tout simplement. Après, dans les projets, on en a fait pas mal, on essaye globalement, mais comme je suis tout seul là sur Reims, c'est difficile de tout assumer, même si on a des bénévoles qui m'aident pour les réseaux, etc., c'est quand même compliqué. Et j'espère pouvoir continuer, mais c'est difficile parce que ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que l'associatif, c'est du temps qu'on donne et le temps, il faut le piocher. Et en soi, une association, c'est un peu comme une entreprise. Et il y a beaucoup de responsabilités derrière. Donc, je sais pas, j'essaye de tenir au maximum pour continuer, essayer de continuer dans le temps. Et au niveau des projets, je sais pas, c'est vraiment ce qui nous tombe dessus, ce qu'on a envie de faire. Et donc, mais c'est plutôt quand même dans le milieu sportif ou pas forcément? On est implanté pas mal dans le sport, mais par exemple sur Reims, il y a Reims Handisport qui est déjà une très grosse association avec plus de 170 adhérents. Et ils font énormément de sport, donc on n'a pas voulu s'immiscer. Nous, principalement, parce que je pense que le CrossFit, tout simplement, peut être très, très utile pour les personnes à mobilité réduite dans leur vie, ne serait-ce qu'en termes de rééducation et en termes de confiance en soi et de sport, en étant encadré par des coachs en soi. On a voulu s'implanter dedans. On souhaite aider un petit garçon. On attend qu'il soit reconnu handicapé. Ça, c'est les démarches de la France. On attend qu'il soit reconnu handicapé. Il fait du karting. Il a 6 ans. Et c'est un monstre, le gamin. Donc, on a l'occasion de l'aider en karting. Ben, on va essayer de l'aider au maximum. Si demain, on a d'autres personnes qui ne sont pas
pris en charge sur certains sports et qui sont sur Reims et autres ou dans les alentours, ou même en France, hein, ça nous arrive, et ben on va essayer de les aider. On n'a pas forcément de limite. Ce qu'il faut juste, c'est qu'on apprenne et qu'on apprenne avec la personne. Après, je suis en train de faire de la création de matériel, ce qui pourrait aider les personnes aussi dans la vie de tous les jours. J'ai créé un embout qui permet de jouer au billard à une main. On est en train de développer un harnais qui pourrait aider les personnes dans la vie de tous les jours pour développer des charges, etc., qui permet principalement de faire du sport, mais qui a des utilisations annexes parce que les ingénieurs qui développent ça utilisent leur cerveau pour faire en sorte que ces choses-là soient possibles dans le quotidien. On aiguille des personnes pour tout ce qui est MDPH, tout ce qui est les démarches MDPH, c'est des choses qui sont horribles. Donc, quand on vient nous demander, on renvoie ces personnes-là vers une personne qui a un monstre en connaissance, tout ce qui est MDPH. Et donc, voilà, tout ce qu'on peut faire, on essaye de faire principalement. Mais on est pas mal dans le sport. Et tout autre sujet, tu as parlé un peu de l'association On se met pas de limites. Et du coup, je me demandais si toi, personnellement, tu t'es mis des limites, que ce soit dans le milieu sportif ou même dans ta vie plus personnelle ou professionnelle. Est-ce que y a des choses où tu t'es dit, ça, je le ferai jamais ou je peux pas le faire, quoi. Il y a un dicton qui est propre à moi-même que vous pourrez sûrement retrouver. C'est ce qui a fait en soi ma force et qui continue de faire ma force. Je dis souvent, crois en toi car personne ne le fera pour toi. Et en fait, c'est ce qui guide ma vie. Donc, j'ai tendance à faire ce que j'ai envie de faire. Et il faut que les gens comprennent, c'est que dans le monde dans lequel on vit, tout le monde leur dira forcément que s'ils sont handicapés, ils sont incapables. Et que quand on est handicapé, on ne peut pas faire. Et moi, je leur dirais que quand on est handicapé, on peut faire. Après, ça dépend bien sûr des handicaps et tout, mais à son niveau, on peut faire. Donc la limite, moi, je n'en ai pas. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où je m'impose des limites, je ne peux plus faire de projet. Je veux dire, qui dans sa vie s'est dit je suis amputé d'un bras ou d'une jambe, je vais acheter une propriété et rénover 2 maisons à une main. Je veux dire, déjà ça fera beaucoup. Moi, j'ai dit chiche. C'est pas parce qu'on est amputé d'une main qu'on peut pas faire de la course automobile. C'est pas à partir du moment où on se dit ah ouais non ça je peux pas, c'est pas possible. Et on trouve souvent aussi des personnes qui peuvent être inspirantes sur Internet et autres qui prouvent que c'est possible. Donc il faut arrêter de se dire dans sa tête et il faut arrêter de penser que les gens pensent pour nous-mêmes. Il faut se dire qu'on n'a pas de limite et il faut avancer. Il faut essayer en fait. Le plus important, c'est d'avoir le courage d'essayer. C'est pas de faire. À partir du moment où, et ça s'applique à tout le monde, il faut avoir le courage de se lancer. Sinon, on fait rien dans la vie. Et c'est la base. Si vous voulez commencer le sport, vous n'avez pas le courage, bah voilà, si vous avez le courage de vous lancer, vous avez fait le premier pas. C'est pareil pour un achat, c'est pareil pour peu importe. Et ça s'applique pas que au handicap. Même si là, on parle du handicap, ça s'applique pas au handicap. Tu as tout à fait raison. On arrive aux questions de la fin. As-tu un livre, un podcast, un film ou une musique que tu as envie de nous conseiller ? J'ai pas spécialement, et ça, je suis désolé, hein. J'ai pas spécialement de musique ou de film. En fait, je suis quelqu'un d'assez vaste dans tout ce que je fais. Je peux aimer les films d'auteur, etc. Voilà, donc j'adore un peu tout. Hein. Ça va comme ça vient. En musique, spécialement, j'aime bien surtout dans le sport, des musiques qui vont être encourageantes, qui sont motivantes. En podcast, moi, j'aime bien en développement personnel une personne qui fait du street workout qui s'appelle Eric Flagg. Qui fait du développement personnel, qui je trouve une personne très sensible et qui est plutôt sympathique à écouter. Ok, c'est déjà bien et j'irai voir ce que tu conseilles, je ne connaissais pas du tout. Tu l'as un petit peu évoqué il y a 5 minutes. Est-ce que tu as une citation ou un mantra qui te motive au quotidien ? Oui, donc crois en toi car personne ne le fera pour toi. Et j'en ai un autre, je l'ai écrit, et en gros, c'est parce qu'il est écrit en haut, j'ai pas la citation exacte, mais c'est en gros, ça résume en fait à dire qu'il faut vivre sa vie et croire en ses rêves, parce que on ne peut pas vivre à travers les autres en soi. Et que si on n'essaye pas, on n'échoue pas et on n'avance pas. C'est facile pour les gens de raconter, en gros. Moi, j'ai décidé tout simplement de vivre ma vie.
Et de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui? Moi, j'ai ma petite idée, hein. Il y a une chose que tu as répétée plusieurs fois, mais vas-y, dis. Je sais pas trop, en fait, c'est plus peut-être mon parcours de vie, en fait. Je suis fier de moi-même, en soi. C'est quoi que je t'ai dit? Je me rappelle plus, je suis un poisson rouge. Bah, le fait que tu aies rénové 2 maisons. Globalement, même si je vais pas réduire ma vie à ça, je vais dire, et c'est une question aussi de développement personnel, je pense que je suis fier de moi-même et de mon parcours. Parce que si je m'assois et je prends du recul, j'avais 2 bras, j'en ai perdu un. J'ai réussi à faire des choses dans ma vie, j'ai réussi à être autonome et indépendant. J'ai réussi à créer une activité, j'arrive à aider les gens à travers cette activité. Et, euh, et je pense que je suis fier de moi-même. Et ce qu'il faut comprendre aussi, il faut que les gens comprennent, c'est que je suis pas extraordinaire, je suis pas un monstre. Je suis simplement quelqu'un qui a travaillé pour ça et qui est développé toutes ces choses, hein, parce que je l'ai tout simplement voulu. Et que on dit, ouais, j'ai travaillé à ça. J'ai fait preuve de travail, de rigueur, de discipline. Je me suis pas laissé aller. Et donc, ouais, je suis fier de ça pour le coup. Et j'espère continuer d'être fier de moi et de continuer de travailler, de rigueur, de m'améliorer et d'être meilleur en tout cas dans le sport, que réussir à développer encore les quelques projets que j'ai et de pouvoir me dire, ben, ouais, j'en ai fait des choses. Ah, je suis content. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et que tu aimerais aborder? Hum, Pas spécialement. Je sais que ce qu'il faut, il y a peut-être un sujet. Alors, c'est lié au CrossFit, mais pas que. En ce moment, il y a beaucoup de polémiques. Ça râle un peu. Ouais. Ça gueule. Ça gueule grave. Parce que on reste quand même dans une mentalité où on. Et attention, hein, je veux pas de haine, hein, mais on est des invalides jugés par des valides et on n'est pas forcément bien compris en tant qu'invalide. Là, on a eu le cas donc sur les Open de CrossFit. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des épreuves qui sont à adapter. Et c'est un peu comme ça pour tout. Le problème, c'est que ces personnes ont fait adapter des WOD. Donc, les WOD, c'est les épreuves. Et on pouvait, les mouvements qui ont été demandés en tant qu'invalide, on pouvait largement les faire. Et on n'a pas compris pourquoi ils nous ont mis autre chose qui est un peu réducteur et ce qui représente un petit peu ce qu'on peut voir dans la vie de tous les jours en personne, pour les personnes à mobilité réduite, c'est que on essaye d'adapter vraiment, mais de manière assez prononcée. Et ça entraîne plus une incompréhension des personnes à mobilité réduite. Il y a des adaptations qui sont nécessaires et qui sont super bien, hein. L'adaptation de tout ce qui est la vie de tous les jours, les trottoirs, la route, etc. Mais on va voir des choses, des adaptations où un peu dans la vie de tous les jours, on a l'impression d'être infantilisé et d'être pris par la main pour des choses qui sont vraiment assez grotesques. Et comme certaines personnes qui ne veulent pas d'aide quand on leur propose, etc., et ben, ça nous met dans des situations où on va penser qu'on est vraiment des moins que rien. Et tu as un exemple plus concret? Mais j'ai pas d'exemple vraiment concret, mais des fois, on se dit que c'est vraiment abusé pour le coup. Et à contrario, il y a des choses qui pourraient être faites qui paraissent logiques. Un exemple concret, à la limite, d'une expérience vécue. Même si je ne dirais pas ça hors contexte, j'ai été jugé à la MDPH par des valides. C'est des gens, ils sont pas méchants, mais pour avoir la place de stationnement, ces personnes m'ont jugé, m'ont regardé, m'ont dit mais pourquoi vous avez besoin de la place de stationnement? J'ai regardé ces personnages, j'ai rigolé. Encore comme d'habitude, je rigole toujours. Et je leur ai dit, vous avez essayé d'ouvrir une porte en conducteur avec un bras gauche que vous n'avez pas et de sortir du véhicule. Et en fait, les 3 personnes sont restées plantées en face de moi et elles ont dû se mettre dans la situation, en fait. Elles se sont retrouvées un peu bébêtes pour le coup. Et là, elles ont fait ah ouais, ouais, ouais. Bah ouais, je dis bah ouais, faut ouvrir la porte en grand, hein. Je dis c'est des choses qui sont logiques pour nous, qui sont pas forcément pour des personnes valides. Et on peut rapporter cette situation à beaucoup de situations pour les personnes à mobilité réduite. J'ai vu
des trucs tout bêtes, mais des créations sur des endroits. Maintenant, on est obligé de mettre des normes PMR sur des lieux qui sont créés, moins compliqués, voilà. Mais où on voit un loft complet. Mais un loft, on pourrait rentrer à 4 personnes en fauteuil dans des toilettes ou dans des douches. Mais on se retrouve avec des marches dans l'entrée. Et ça va être des situations qui sont comme ça, qui sont risibles. Alors, moi, j'en rigole, mais j'ai mes 2 pieds. Je pense que les personnes qui sont en fauteuil, elles vont pas rigoler. Mais et on peut rapporter ces situations-là à beaucoup de situations en France et pour beaucoup de choses, ne serait-ce que dans les magasins, etc. Où voilà, c'est compliqué. Et qu'est-ce que tu as envie que l'on retienne de ton témoignage? Alors ça, je crois que j'avais vu cette question-là et en fait, je suis resté comme un couillon. Et maintenant que tu me le demandes là, je voudrais, je l'ai dit et je vais le répéter, le handicap n'est pas une fatalité. Je voudrais que les personnes qui m'écoutent, en tout cas, j'espère les valides, qui m'écouteront et qui, grâce à toi, me permettent de m'exprimer, comprennent que c'est pas facile d'être handicapé. C'est pas non plus horrible, mais il y a des handicaps qui sont plus ou moins lourds et qui sont plus ou moins lourds à porter. Et qu'il faut faire preuve d'humilité, de gentillesse et de réflexion. Hein. Beaucoup de réflexion, il faut vraiment se poser les bonnes questions, etc. Je voudrais que les gens retiennent que si les personnes sont handicapées, vous aurez forcément du monde qui vous diront que vous êtes incapable de faire. Et je pense que c'est une attitude qui est négative parce que ça va vous faire rester dans une spirale qui vous dira que vous êtes handicapé et donc vous êtes handicapé et vous êtes comme ça, c'est comme ça. On est handicapé, mais on est capable de faire. Je pense, je le dis en toute humilité, que je suis un exemple qui montre qu'on peut faire beaucoup de choses. Et moi-même, j'ai été dans cet état d'esprit. C'est pour ça que je me refuse plus rien. Et quand je vois une épreuve, j'essaye de l'affronter et je le fais avec beaucoup de discernement, de l'intelligence. J'essaie de comprendre pour faire les choses correctement. Et je pense que tout le monde devrait le faire et essayer de ne surtout pas rester bloqué dans cette mentalité-là. Et tu viens de dire que toi-même, tu étais dans cette mentalité-là. Qu'est-ce qui a fait le déclic? Principalement le CrossFit, hein, dans un sens, parce que j'aurais jamais pensé pouvoir faire de l'haltérophilie à une main. Bah, pour moi, c'était pas possible. Et il y a pas longtemps, j'ai passé 60 kilos en épaulé jeté. Donc, j'ai soutenu une barre de 60 kilos au-dessus de ma tête, qui était un poids lourd, mais pas les plus conséquents. Et je pourrais sûrement faire plus lourd avec le temps. Maintenant, même un valide ne peut peut-être pas faire ça comme ça, il faut de l'entraînement. Mais et encore moins pour des personnes à mobilité réduite. J'ai des personnes à mobilité réduite qui en fauteuil qui ne pensaient pas pouvoir faire des tractions. Ils m'ont dit, mais c'est pas possible. Et en fait, j'ai montré une vidéo d'une personne qui faisait des tractions à répétition avec son fauteuil. Mais ces personnes-là, d'une part, elles l'ont fait. Et ils ont bien dû se poser des questions. Il faut bien. Donc, il faut arrêter de se dire c'est pas possible. Et au bout d'un moment, il faut se dire c'est pas impossible. Maintenant, il faut réfléchir correctement pour rendre ces choses possibles. Tout simplement. Après, il y a toujours peut-être une solution. Il est peut-être possible qu'il y en ait, mais c'est pas facile. Il faut arrêter de croire que si on ne le voit pas, c'est pas possible. Il faut y réfléchir. Et c'est comme ça qu'on développe les choses. C'est comme ça qu'on a développé le monde en soi. Si on pensait que tout était impossible, on n'en serait pas là. Et donc, je pense que les personnes à mobilité réduite doivent être les premières personnes à se sortir les doigts du péteux pour pouvoir faire bouger les choses, tout simplement. Arrêtez de croire que c'est impossible. Faites-le. Ok, merci, le message est très clair. Ma dernière question, c'est qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour l'avenir? Je suis en réflexion au vu des résultats que je fais sur les Open et de l'entraînement, au vu de mes capacités physiques et de mon physique. Ce qu'on pourrait me souhaiter, c'est de continuer à progresser. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent souvent Loulou, crois en toi ou tu peux le faire, tu penses qu'il est possible que tu puisses faire les CrossFit Games, qui est la plus grosse compétition du monde. Et peut-être m'y prendre à espérer. Et en fait, dans cette optique de mentalité, je ne vais pas me dire que c'est impossible. Je vais me dire que c'est possible. Par contre, je vais me donner les moyens. Donc, espérer que je puisse augmenter mon niveau en CrossFit parce que c'est un plaisir. Et espérer que
mes projets futurs se concrétisent tout simplement et que je ne perde pas mon deuxième bras aussi au passage accessoirement. Ça me ferait bien chier. Et en tout cas, continue de faire tes vidéos parce que c'est un plaisir de voir les progrès que tu fais là quand tu compares par rapport à l'année dernière. Et je suis sûre que voilà, dans quelques années, on pourra comparer et voir encore plus tes progrès. Donc, c'est tout ce que je te souhaite pour l'avenir. Et en fait, j'ai une autre question. En regardant les vidéos cet après-midi, je me suis dit, il faut que je lui demande combien il mesure. Alors, je suis ce qu'on appelle un gros bébé. Tu fais quelle taille? Je fais 1m95. Ouais, je m'étais dit. 1m95 et je cherche à perdre du poids un petit peu, c'est pour l'optimisation. Je fais 1m95 pour 94,5 kg. C'est les avantages que j'ai, par exemple, sur tout ce qui est ergo. C'est vrai que ça me fait rire. Je vois les gens quand ils font 1m60 ou 1m70, ils sautent sur les ergos pour essayer d'arriver au maximum. Bah, moi, je suis obligé, non, mais j'écarte les jambes pour être à la bonne hauteur. Ça me permet d'être plus efficient et puis je le fais tranquillement, par exemple. Mais les inconvénients et les avantages d'être grand, il y en a sur le CrossFit. Et je mesure 1m60, donc je comprends tout à fait. Et à ton âme. Bon, merci beaucoup en tout cas Ludovic pour ce moment et d'avoir répondu à toutes mes questions. Et je te dis à bientôt. J'espère avoir été assez complet. Après, s'il y a des personnes qui souhaitent me suivre et voir ou même qui ont des questions à poser, je suis toujours très ouvert et toujours très pédagogue. Il y a beaucoup de monde, même à travers le monde, qui me suivent et qui me mettent des messages d'encouragement. C'est très agréable, telle personne. Et donc, je fais beaucoup de communication. Donc, n'hésitez pas en cas de besoin. Il n'y a pas de mauvaises questions. Oui, je mettrai toutes les coordonnées que tu me donnes dans les notes de l'épisode pour les personnes qui souhaitent te contacter. Ouais, pas de souci. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci à Ludovic pour sa confiance et merci à vous pour vos écoutes. N'hésitez pas à aller voir les notes de l'épisode pour en savoir plus sur l'association des pieds et des mains ou découvrir les vidéos de Ludovic. Une dernière chose, si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify ou en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup à faire connaître Pépin Podcast. Merci et à très vite pour un prochain épisode.